Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marie Tritant. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes le président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, coté sur le CAC 40. Hier, journée investisseur, au cours de laquelle on a appris pas mal de choses et présenté à votre plan stratégique pour les 3 prochaines années, 2025-2028. Si je résume, la priorité, elle est double, la croissance et la rémunération des actionnaires. Ouais. Est-ce que j'ai loupé un truc? Non. C'est ça les deux gros messages? Les deux grands messages, c'est effectivement la croissance, la fin du travail sur le bilan et le désendettement, donc donner de la visibilité sur le dernier effort qu'on est en train de faire avec des cessions qui sont planifiées aux alentours de 2,2 milliards d'euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 20 milliards en dette. On a combien aujourd'hui? On est, y compris la dette hybride, on est à 21,9 milliards. Pour 50 milliards d'actifs. Pour 50 milliards d'euros d'actifs. Et dans 3 ans, on sera où en dette? Et dans 3 ans, on sera à peu près à 40%, y compris l'hybride, on sera à peu près à 40% de dette, de loan to value. Donc légèrement en dessous des 20 milliards dans les 18. Si tout se déroule comme prévu, les actionnaires recevront 3,1 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. C'est pas mal parce que si on fait le calcul, ça fait sur une capitalisation qui est à 10-11 milliards, 3 milliards, ça fait 30% de rendement sur 3 ans. Ça fait 10 par an, c'est vraiment... ça sera sur 4 ans, hein, ça sera sur 4 ans, c'est 4 exercices fiscaux. L'exercice fiscal 25, 26, 27, 28. Donc on en précise bien que ce sont sur les exercices fiscaux. On a la visibilité en fait sur la croissance organique hein, qui vient d'un portefeuille exceptionnel. On a 66 actifs aujourd'hui de centres commerciaux, 45 qui sont totalement de destination, qui sont cœur, et qui sont sur 15 marchés en Europe et 8 marchés aux États-Unis. Et on va tirer la croissance en fait, de nos revenus de ces actifs. Donc vous comptez choyer vos actionnaires, vous les assumez de le dire, après des années qui n'ont pas été simples? Après les années où on n'a pas distribué, donc les actionnaires ont été courageux et en soutien. Et aujourd'hui, en fait, qu'on arrive en fait dans un moment en fait de normalisation de nos opérations, il est totalement normal de revenir en fait à une normalisation de la distribution, de retour aux actionnaires, avec quand même une progressivité. Hein. On fait une proposition de distribution en numéraire pour l'exercice fiscal 25 à 4,50 €, à peu près 48% de taux de distribution. L'exercice fiscal 26 sera à 60%. Et puis à partir de 27, normalisation entre 60 et 70%, ce qui permet d'avoir une visibilité avec la trajectoire de résultats nets récurrents que nous avons partagé avec le marché entre 25 et 28. Ça donne une certaine visibilité sur le niveau de distribution, donc qui sera au minimum à 3,1 milliards. 4,50 € pour cette année en distribution, ça fait c'est 30% de plus que 2024. C'est 30% de plus que 2024. Ça fait 6% de rendement. C'est généreux. Sur le cours actuel, on est sur un dividend yield de 6%. Donc objectif, j'ai dit, choyer donc les actionnaires, aussi augmenter la croissance. Comment vous y prenez pour accroître les revenus locatifs des centres que vous avez? Alors aujourd'hui, d'abord, on a un taux d'effort moyen de nos centres qui est tout à fait... Un taux d'effort, c'est quoi ça? Le taux d'effort, en fait, c'est le rapport entre le loyer plus les charges payées par le locataire sur son total de chiffre d'affaires dans nos centres commerciaux. Ouais. Et donc aujourd'hui, ce taux d'effort moyen dans nos centres, à l'échelle du groupe, il est à 14,4%. Je ne me rends pas compte du tout. C'est un taux tout à fait normal. On est dans la moyenne des taux qu'ils se font. Il y a une différence en fait aujourd'hui avec le taux moyen du marché et notre taux, c'est le niveau en fait de vente au mètre carré dans nos centres commerciaux. La densité de chiffre d'affaires au mètre carré est très nettement supérieure. Alors nous, on la suit évidemment de très près pour nos propres centres. On ne peut pas la suivre pour tous nos compétiteurs ou nos pairs, mais Green Street Advisor établit à peu près notre surperformance à 26% au mètre carré, de chiffre d'affaires de plus au mètre carré que nos pairs. Donc ce qui nous donne en fait, vous êtes dans un marché, en fait, dans une activité en fait, de coût fixe. Plus vos chiffres d'affaires sont élevés dans un magasin, plus le poids relatif du loyer peut être élevé pour une meilleure profitabilité. Et donc c'est de là que va venir la croissance de nos revenus. Et donc sur 67 complexes, c'est ça 67 entre les... 66 exactement. 66. On en a vendu un entre la dernière déclaration au mois de... Là dans le premier trimestre, on a vendu un actif en Espagne. Donc sur notre URD, on est à 67 et on en a vendu un depuis, donc on est à 66. Lesquels vous comptez restructurer, rénover, étendre, agrandir ?
Alors, pour ce qui est de la rénovation et de la restructuration de nos actifs, le travail a été fait, ce qui nous a permis aussi de partager en fait cette feuille de route sur le niveau d'investissement en capital qui va être réalisé sur les 3 prochaines années, enfin sur les 4 prochains exercices, ou les 3 prochaines, y compris cet exercice-là, donc on sera à 4, de 600 millions d'euros à partir de 2026. Ça, c'est l'investissement. 2026, ça sera le niveau d'investissement. Parce qu'on a un portefeuille qui a déjà été très fortement investi. Donc son niveau en fait de qualité et de modernité est déjà très élevé. C'est d'ailleurs ce qui nous avait permis aussi, avec cette politique constante d'investissement de nos actifs, de présenter il y a à peu près 1 an et demi une politique environnementale à coût très faible d'amélioration en fait, de notre trajectoire carbone parce qu'on fait des investissements de maintenance progressive en permanence. Donc on a un niveau de qualité de notre immobilier qui est très élevé. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur 2 axes en matière de développement. L'extension, là où ça fait du sens pour les centres et où ça les renforce, donc pour renforcer leur caractère de destination. C'est ce qu'on fait aujourd'hui même sur 2 centres. Un à Prague, un centre qui s'appelle Tchernimost. On rajoute à peu près 10 000 m², préloué à 80%. Un autre centre à San Diego, aux États-Unis, en Californie, où là on fait une aile luxe, on rajoute à peu près 10 000 m². Là aussi 80% préloué. Donc ce travail sur les extensions. Et sinon de la densification. Et d'autres, sur quel autre complexe vous pourriez vous Alors aujourd'hui, on travaille en région parisienne. On a un centre sur lequel on est en train de travailler pour rajouter une offre de restauration. Rosny 2, pour travailler sur une offre de restauration. Et puis également des projets de densification où là, il s'agit en fait d'extraire en fait de la valeur foncière de délaissés de terrains, de parkings qui ne sont pas utiles pour les transformer en résidentiel, en résidence étudiante ou pourquoi pas en bureau. Donc de la densification des sites existants. Tous ces investissements, Jean-Marie Tritant, ils se font au détriment du retour à l'actionnaire, puisqu'il faut sortir 3 milliards d'euros de résultats, enfin de rendement et de dividendes pour les actionnaires. Ce n'est pas au détriment de l'investissement, de l'ouverture de nouveaux centres Non, pas du tout. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, la politique que l'on a, elle est très claire. L'ensemble en fait, des CAPEX, ces 600 millions d'euros de CAPEX que l'on a évoqués par an sur les 3 prochaines années, vont être financés à partir des résultats nets récurrents. Si on a des opportunités d'investissement ou de développement qui viennent au-delà de ces 600 millions d'euros, ils seront financés par des cessions d'actifs qui ne sont pas cœur pour nous et qui permettront en fait, de financer ces opérations. Et donc on est dans une vision plutôt de capital recycling permanent et qui permettront en fait, d'améliorer la croissance du groupe. La croissance organique du groupe, c'est à peu près 50% du total que l'on a annoncé. Le reste va venir notamment en fait, des opérations de développement entre 130 et 140 points de base en version annualisée. Ça veut dire une croissance de combien par an en termes de chiffre d'affaires de revenus En annualisé, on va être aujourd'hui entre 5,8 et 6,6% par an sur la trajectoire du plan. Voilà, avec des bonnes surprises possibles. C'est conservateur pour vous Alors on a donné une fourchette de prévision de résultats nets récurrents entre 9,80 et 10, enfin 9,70 et 10,10 €. Et je pense qu'on est dans une fourchette tout à fait atteignable. En France, on parlait de valoriser votre foncier en créant notamment des logements au-dessus de votre centre commercial à la Défense, Westfield, les 4 ans à la Défense. Ouais, c'est pas facile ça comme dossier. C'est pas facile. C'est pas exactement au-dessus du centre commercial, mais il y a en fait la Défense est un site fantastique qui se régénère en permanence sur lui-même. Il se repense, hein, c'est quand même une architecture sur dalle qui a été pensée dans les années 50, peut-être même avant si on pense à la façon dont Le Corbusier a travaillé sur l'architecture sur dalle. Mais il y a aujourd'hui en fait la possibilité de délaisser de foncier, de délaisser de terrain qui permettent d'envisager cette densification. C'est le travail que fait Paris La Défense, donc l'établissement public qui travaille sur la vision 2050 à laquelle on participe. Donc on travaille sur des opérations de densification et d'amélioration de la qualité de vie sur le site de La Défense. J'ai envie de vous poser la question dès le début. Le profil type, il n'y en a pas évidemment, mais qui vient dans ces centres commerciaux, que ce soit en France ou à l'étranger, qui est les cœurs de cible? Alors, le cœur de cible aujourd'hui de nos commerçants, c'est la Gen Z, la fameuse génération Z. Ah, donc les nés entre 90, 95 96 et 2005, quoi. 2005, 2010. Ouais. Et cette génération est en train d'arriver en fait sur le marché de l'emploi. Donc c'est celle en fait qui va générer en fait la croissance de demain. Ah. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait avec cette génération, c'est que quand on regarde son comportement d'acheteur, de client, dans 74% des cas, enfin 64% de leurs achats se font au travers du magasin.
ils aiment l'expérience physique, ils aiment le magasin, et c'est le taux en fait d'achat au travers des magasins le plus élevé de toutes les générations. Alors, on parle souvent des millennials, ils sont aussi très fortement représentés chez nous comme n'étant pas très intéressés par le commerce physique. La réalité, c'est que 74% pour les Gen Z, 70% quand même d'achats au travers du magasin pour les millennials. La statistique intéressante en ce qui nous concerne, c'est que la génération Z, elle représente globalement à l'échelle de nos marchés à peu près 20% de la population. Dans nos centres, c'est déjà 31% du trafic. Qu'est-ce qu'elle attend, Ce qu'elle vient chercher, c'est la diversité de l'offre. C'est la qualité en fait, de l'expérience au moment où on déambule dans nos centres, et donc la capacité en fait, à avoir des moments qu'on peut partager ensemble sur les réseaux sociaux. Et l'expérience, c'est quoi l'expérience? L'expérience, ça va être des animations, ça va être l'opération que l'on fait aujourd'hui, le Louvre au centre, qui est une exposition itinérante du musée du Louvre de Paris dans nos très grands centres français, et qui donc en fait génère des moments où on peut être entre amis, se prendre en photo, avec derrière soi une reproduction de la Joconde et l'envoyer à ses amis. Donc, c'était pas écrit que ça marche. Hein. C'est une super idée, mais c'est vrai que ça paraissait pas... Mais si, la réalité, c'est que les gens sont très friands de nouveautés, de culture, et que c'est pour ça aujourd'hui, c'est tout le travail que font nos équipes aujourd'hui d'animation de ce qu'on appelle le parcours client, ce qui fait qu'en fait, les générations nouvelles ou les jeunes générations aiment venir chez nous parce qu'elles ont énormément de choses à partager sur les réseaux sociaux. C'est ça maintenant l'alpha et l'oméga. Exactement. Et au niveau marque, cette génération Z, elle aime les marques bien établies ou il faut aussi des marques émergentes Elle aime tout. Elle aime tout. Elle est très ouverte. Quand vous voyez le retour en force d'Adidas, quand vous regardez la génération Z et que vous regardez leurs pieds, vous voyez beaucoup d'Adidas. Et par ailleurs, ils vont être très intéressés par les nouvelles marques. J'aurais pu évoquer Veja si on parle de sneakers. Donc ils sont très éclectiques dans leur goût. Le centre commercial Nouvelle Génération, Jean-Marie Tritan, je me demande, est-ce une question, celui de Hambourg, que vous avez inauguré il y a quelques semaines 8 avril. Voilà, en Allemagne. C'est un complexe hallucinant, centre commercial, hôtel, bureau, cinéma, logement. Alors, il y a plein de questions à poser, mais déjà, ça donne quoi en termes de fréquentation? Est-ce que la clientèle est au rendez-vous sur les 2-3 premières semaines? Sur les 2 premières semaines, on a fait 1 million de visites. Ça m'a l'air colossal, mais je ne me rends pas compte. C'est colossal. Pour comparer, Mall of Scandinavia à Stockholm, qu'on avait ouvert en 2015, qui était déjà un très grand succès, on est aujourd'hui à un centre qui fait entre 15 et 16 millions de visites par an à Stockholm, on avait fait 800 000. Donc là, on fait 20% de plus que le succès de Mall of Scandinavia. Donc on est très très content et les retours des commerçants, on n'a pas encore leur chiffre d'affaires parce qu'on va atteindre le premier mois d'exploitation, mais les retours qualitatifs des commerçants sont très très bons. Et donc du côté des clients, sur les locaux commerciaux qui sont le taux, je ne sais pas comment ça s'appelle, le taux de location... Taux de commercialisation, voilà. Taux de commercialisation est à 95%, on a 170 boutiques, on a... toute la collection des grandes marques qui sont venues toutes avec leur plus beau concept. J'invite pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Hambourg, d'aller visiter ce centre et d'aller voir notamment en fait, la librairie Thalia, qui a fait un magasin fantastique. Quelle différence par rapport aux 4 temps de la Défense? C'est une conception plus récente. On est en fait dans une architecture de rue couverte. On revient peut-être un peu à l'esprit des passages, mais dans une dimension beaucoup plus importante. Et les surfaces de bureaux, les logements, tout ça, ça donne quoi? Alors les logements, on a vendu les droits à construire, ils ont été développés, ils sont intégralement vendus, les appartements ont été intégralement vendus. Le bureau aujourd'hui est loué à 65%, préloué à 65%. On fait la livraison, là dans quelques jours, du siège de Shell en Allemagne. Donc sur 10 000 mètres carrés, et puis on va avoir les livraisons qui vont suivre sur les prochains trimestres. Bon, l'ouverture, il faut expliquer, elle a été repoussée à plusieurs reprises. La facture a gonflé, 2,2 milliards d'euros pour ce centre. Ça reste, ça sera, quoi qu'il en soit, une belle opération, même s'il faudra plus de temps pour la rentabiliser. C'est un succès commercial, et ce qui nous donne la perspective de pouvoir améliorer la rentabilité de ce projet sur le moyen-long terme. Et notamment aussi conforté par la façon dont on a été capable d'améliorer la rentabilité de la dernière ouverture, de l'avant-dernière ouverture qu'on avait faite en Hollande, à Mall of the Netherlands, qu'on a eu à commercialiser et ouvrir en plein Covid, et pour lequel on a déjà amélioré le résultat net d'à peu près 35%.
Voilà. D'autres types de projets comme ça, Hambourg, sont à prévoir ou pas? De la même dimension qu'Hambourg, non. Ou si ça devait être de cette dimension-là, en fait, ce serait beaucoup plus phasé. Et le projet que l'on considère toujours, sur lequel on travaille énormément, c'est un projet à Milan, Ouais. à 7-8 minutes du centre-ville de Milan, qui va être connecté avec le métro et qui fait partie des projets, on l'a évoqué hier lors de notre présentation, sur lesquels on travaille assidûment. Et, Ouverture pour quand? Là, on est sur une ouverture, il faut d'abord que le métro arrive, donc on est plutôt sur une ouverture dans les 6 à 7 prochaines années. Donc Ouais. on est sur un projet qui pour le moment est en phase d'étude et de conception, avant d'être dans une phase d'exécution. Et vous restez aux États-Unis, on en a parlé déjà ensemble. On a pris cette décision effectivement en fin d'année dernière de rester sur les États-Unis avec une quinzaine d'actifs, 10 étant véritablement très très core pour nous. Et présence dans 8 marchés américains très spécifiques avec un gros pouvoir d'achat. Beaucoup de richesse aussi dans ces zones de chalandise avec globalement en fait le revenu moyen par foyer est de 31% supérieur à la moyenne américaine dans les zones de marché sur lesquelles nous sommes. Les valeurs immobilières résidentielles sont globalement à peu près 2,3 fois plus élevées que la moyenne du marché américain. Donc vraiment des actifs dominants dans des marchés très très puissants. Que dites-vous aux actionnaires, aux investisseurs potentiels qui vous écoutent, qui ont ou qui n'ont pas d'Unibail-Rodamco-Westfield en portefeuille? Je dirais qu'aujourd'hui, on a le challenge de la dette que nous avions à réduire est maintenant derrière nous. On a de la visibilité très claire sur la croissance et la façon dont elle se transforme en cash flow et de la façon dont elle se transforme également en distribution pour les actionnaires. Donc là, aujourd'hui, il y a très clairement à jouer une vision de total shareholder return entre le dividende et l'évolution à venir du share price. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Jean-Marie Tritant, président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, invité à la grande interview en direct et en replay également sur Boursorama. Merci. Merci.